Écoutez, merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Enfin, je suis très content d'être là aujourd'hui pour cette session du CREF et merci de m'avoir confié cette mission de vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle en réanimation. Enfin, alors c'est vrai que c'est un petit peu le thème de fond de ces 2 jours. Enfin, quelle réanimation du futur? Et ben là, on va vraiment rentrer dans le dur du sujet. Donc en quelques mots, moi je suis médecin réanimateur à l'hôpital privé Jacques-Cartier. Ça, c'est les différents groupes auxquels j'appartiens. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette présentation. Et si on m'a demandé justement de parler de l'intelligence artificielle, c'est pas que je suis un geek, c'est pas que je suis un technophile ou même un technolâtre. Je ne suis pas un programmateur fou, je n'ai pas monté une start-up, mais je travaille en fait au sein du LIFA. Le LIFA, c'est le laboratoire interdisciplinaire d'études politiques, Hannah Arendt, et je travaille sur une approche philosophique de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé. Et bien évidemment, étant réanimateur, je calque cette approche-là, sur la réflexion dans notre domaine qui est la réanimation. Alors voilà le plan que je vous propose d'avoir pour cette présentation. Tout d'abord, on va revenir sur les origines de l'intelligence artificielle. On va voir que finalement, si elle a une place, c'est parce qu'il y a une faille, et la faille, c'est l'humain. Ça va être un sujet fondamental, justement. On va voir dans quel secteur elle peut se positionner en réanimation. Comme mon sujet de travail, c'est toutes les questions éthiques que ça amène, on abordera brièvement ce sujet. Puis j'essaierai de vous donner une idée dans le futur de tout ce que ça va pouvoir donner dans notre réanimation de demain. Alors tout d'abord, les origines de l'intelligence artificielle, c'est un élément important. On va faire des choses très simples. On ne va pas aller sur de la techno, mais il n'y a pas une définition pour l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs. Et je me suis basé sur celle de Yann LeCun. Yann LeCun, c'est un Français qui a vraiment une notoriété dans ce domaine-là. Il a eu le prix Turing en 2019 pour son travail sur le deep learning. Le prix Turing, c'est un peu le prix Nobel en informatique. Il est parti maintenant aux États-Unis. Et la définition qu'il donne m'intéresse. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il nous dit... l'IA, c'est d'abord, il faut percevoir, il faut raisonner et agir. Alors, là, je vous ai mis ce qu'on appelle un réseau de neurones parce que l'IA, ça marche comme ça. Je perçois une donnée, je perçois des données, je mets en place des systèmes de calcul, je ressors à ce moment-là un résultat, d'accord, qui peut être une action. Et toute la particularité, justement, c'est que si ce résultat ne correspond pas à la récompense que j'ai définie initialement, eh bien, je refais des calculs. Et en fait, l'IA, elle tourne comme ça. Elle tourne en boucle, elle apprend. D'accord. Et l'une de ses particularités, c'est de pouvoir apprendre. Et elle va s'auto-apprendre pour justement arriver au résultat qu'on s'est donné. Alors un autre élément, on ne va pas le détailler de façon majeure, mais c'est intéressant de revenir sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Pourquoi revenir sur l'histoire? Y a un élément qui est connu, qui est de dire si je ne connais pas l'histoire d'une science, je ne la connais pas parfaitement. D'accord. Et dans cette question-là, c'est important de comprendre finalement comment elle est arrivée. Comment elle est arrivée? La première idée qui avait été faite, c'est Alan Turing en 1950, mais les premiers qui ont vraiment formulé qu'est-ce que pourrait être une intelligence artificielle, c'est en 1956, une réunion à un camp d'été aux États-Unis. Et là, ils vont décrire un système autonome, informatique, qui pourrait avoir justement des réactions et qui pourrait avoir je dirais, une démarche similaire à ce que pourrait faire un humain ou un animal. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans l'IA, il y a eu ce qu'on appelle 2 hivers. 2 hivers, c'est-à-dire que pendant 2 fois 10 ans, il n'y a plus rien eu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de budget et parce qu'il n'y avait pas de technologie qui pouvait justement permettre le développement de ces technologies. Et ça, c'est important, vous allez voir pourquoi c'est intéressant de regarder l'histoire, parce que justement, on arrive à ce carrefour-là, où on a différents éléments qui arrivent. Et ces éléments-là, c'est ce que je vous ai écrit ici. C'est qu'en fait, pour qu'elle puisse naître actuellement, c'est qu'il y a une concordance. Il y a une concordance de 4 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est les processeurs. Pendant très longtemps, on avait des processeurs qui n'étaient pas suffisamment puissants, ça ramait, ça ne donnait pas de résultats et ça ne pouvait pas avancer. Et puis en fait, à partir de 2000, on a eu des cartes graphiques qui avaient une puissance de calcul qui était importante et progressivement, avec la loi de Moore, on a eu des processeurs aussi qui allaient se majorant. Et donc, on a des processeurs actuellement qui sont suffisamment puissants pour faire tourner ces machines. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le big data. Une IA ne peut fonctionner que s'il y a de la donnée. L'IA, elle a besoin de données. Elle est extrêmement gourmande, elle a besoin de beaucoup de données. À partir de là, on est dans une phase où justement on commence à avoir beaucoup de données.
Et notamment, on a la possibilité de récupérer ces données et on a aussi la possibilité d'avoir des capteurs. En réanimation, on a un flux continu de données avec énormément de capteurs et donc on est justement un lieu intéressant pour ça. Et puis il faut la possibilité de les stocker et vous avez bien vu, vous avez vécu dans les capacités de stockage entre ce qu'on avait avant qui étaient des disquettes et puis après les CD et puis maintenant des disques durs extrêmement puissants, on a la possibilité de stocker ces données. Le troisième élément, il faut qu'il y ait une économie qui soit disponible. Économie qui soit disponible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des investissements. Et on est actuellement dans une société où il y a des investisseurs, il y a des fonds qui sont donnés dans le système. On est, vous aviez entendu, lors des présidentielles, une Startup Generation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un développement très très important dessus. Et puis il y a ce fantasme, pour ceux qui ont déjà entendu, il y a ce qu'on a créé, ce rêve de la licorne. Le rêve de la licorne, c'est quoi? C'est on veut monter des sociétés pour lesquelles il y a eu des investissements qui dépassent le 1 milliard. Et en France, il y a 25 licornes. Et tous ceux qui montent des startups, ils n'ont que ce mot-là. Il faut faire une licorne, on va y aller, on va y arriver. Et il y a une obsession là-dessus. Donc on a une société, on a une économie qui est disponible. Et puis enfin, il y a la société. Alors la société, est-ce qu'elle est disponible justement pour accepter ce type de système? Finalement, on voit que oui, plutôt. Parce que finalement, toutes ces données, sans réellement le savoir, en étant en partie conscient, on les collecte. On a des montres connectées, on a des capteurs pour notre marche, on a des téléphones. Et donc, on génère énormément de données sans pour autant s'en offusquer de façon majeure. Et ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que, vous le savez bien, on est dans une société où on accepte de moins en moins l'erreur. On va sur un risque zéro, on en parle sans arrêt. Et en santé, bien évidemment, ça a son importance. L'idée qu'il puisse y avoir des erreurs dans le monde de la santé devient quelque chose qui est difficilement acceptable pour la société. Donc cette concordance-là fait qu'il y a un positionnement, une place intéressante pour l'erreur. Et dans tout ça, justement, l'humain, c'est la faille. L'humain, c'est la faille. Alors, je ne veux pas être désespérant dans mes propos, loin de là, je suis extrêmement optimiste, mais je pense qu'il faut comprendre qu'en effet, l'IA se positionne là où on a des faiblesses. Et des faiblesses, on en a beaucoup. Justement, dans la chaîne de soins, l'un des maillons faibles, on le sait, c'est le soignant. On a des biais, on le sait bien, des biais qui sont cognitifs, on a aussi des biais qui sont implicites. On a eu la chance l'année dernière, à la SRLF, d'avoir Olivier Sibony, qui est un des experts sur les biais, un des experts mondiaux, qui avait écrit ce livre « Vous allez commettre une terrible erreur ». Et donc on sait qu'il y a énormément de biais, il y en a plus d'une centaine de biais. Et c'est très difficile à détecter, c'est très difficile de s'en débarrasser. On a des faiblesses. On a des faiblesses, on le sait bien, on a la fatigue, on a les distractions, on a des conduites addictives qui peuvent modifier nos façons d'agir. Il y a du bruit dans ce que l'on fait, du bruit, ce qui a été noté dans ce livre, noise, c'est-à-dire le bruit, c'est pas le bruit environnemental, c'est le fait qu'on sait qu'il y a une variation interindividuelle très importante dans les prises de décision. L'exemple qui a longtemps été étudié aux États-Unis dans les années 70-80, c'est en justice. Pour le même dossier, vous allez avoir une personne qui va être condamnée à 3 mois de prison et la même personne pourrait être condamnée à 10 ans de prison selon le même juge. Et ça a beaucoup été étudié. Récemment, il y a ce livre qui a été publié par Sibony, expert dans les biais, par Kahneman. Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie qui avait beaucoup travaillé sur les concepts de décision. Suchten, lui, c'est l'expert dans les nudges. Et en fait, ils ont fait ce livre qui est très intéressant. Et il montre que, les décisions que l'on prend varient énormément dans le monde de l'économie, dans le monde de l'industrie, dans le monde de la justice, dans le monde de la police. Est-ce qu'on peut penser que ça ne varie pas dans le monde de la santé? Non. On est vraiment aux prémices de prendre en compte ce fait-là. Et forcément, ça me ramène à l'idée que quelquefois, quand je suis de nuit, je suis réanimateur, je suis seul, et puis je me pose la question de savoir si je dois prendre ou pas le malade. Je me pose souvent la question de me dire qu'est-ce que mes collègues auraient fait. Et puis quand je prends conscience qu'il y a ces biais-là, qu'il y a ce biais, ce noise, ce bruit, je me dis il y a une variabilité assez importante et la société, elle veut que ce soit homogène. Alors on a encore d'autres défauts, bien évidemment. On a des capacités limitées. La technologie, la médecine, la santé augmentent de plus en plus, c'est de plus en plus complexe. On n'arrive pas à tout connaître et on le sait très bien. On se spécialise du coup dans certains secteurs, mais les connaissances sont très importantes. On a des difficultés de calcul par rapport à tout ce que l'on a comme données. On a des difficultés de mémorisation. La temporalité joue. La temporalité entre le matin et le soir, on sait très bien qu'on n'a pas la même efficacité. On a un effet d'épuisement. Et bien évidemment, on a une psyché qui est complexe.
Notre psyché, c'est quoi? C'est le fait qu'on a des sentiments, les sentiments qui peuvent entrer en jeu dans notre façon de prendre en charge les gens. On a d'autres sentiments qui sont la jalousie, qui sont la fierté. Tous ces éléments-là, forcément, peuvent entrer en compte dans notre façon d'agir. Donc tout ça pour vous dire que justement, on est une faille dans tout ça, et l'intelligence artificielle, elle se positionne là-dedans. Alors en santé, il y a énormément de secteurs dans lesquels c'est en train de se développer, d'accord? Et donc là, je voulais citer de façon globale, avant de revenir sur l'animation, mais on la retrouve dans la médecine prédictive, possibilité de prédire énormément de choses, de la médecine de précision, adaptée aux malades, spécifique en fonction de toutes ses caractéristiques, dans l'aide à la décision, et en radiologie, en scanographie, on le voit, ça se met en place, c'est déjà présent de façon assez importante. Il y a des robots compagnons pour les sujets âgés, il y a de la chirurgie assistée, et tous les grands hôpitaux s'équipent justement maintenant de robots assistés, puis il y a dans la prévention la possibilité de détecter les signaux faibles. Mais là, on va s'intéresser maintenant, je vais vous parler de ce qu'on pourrait avoir et de ce que l'on est en train d'avoir et de ce qui est en train de se faire en réanimation. D'accord ? Et ce que je veux juste préciser, c'est que ce sujet-là, il intéresse tous les soignants. Ce n'est pas uniquement les médecins, c'est tous les personnels soignants qui participent aux soins, qui sont dans la réanimation, vont être concernés par ces modifications de travail et ces modifications structurelles. Alors pourquoi la réanimation, c'est intéressant pour l'intelligence artificielle? Pourquoi c'est un terreau fertile, comme j'aime à le dire? Pour une raison déjà très simple, c'est au niveau humain, je vous l'ai dit, on prend beaucoup de décisions en santé, en médecine, en réanimation. Là, je vous ai mis, ça c'est 2 papiers. Dans ces 2 papiers-là, dans le papier de Lundgren, eh bien, ils ont calculé, un médecin prend à peu près 10 décisions de l'heure. 10 décisions de l'heure. Et dans ce deuxième papier de McKenzie, sur une journée, on est à peu près à une centaine de décisions. Donc il y a un nombre de décisions qui sont extrêmement importantes, et donc l'idée qu'on puisse avoir une aide à la décision pourrait être à ce moment-là intéressante. Dans les autres choses, il y a des données à prendre en compte. Là, je ne vous ai pas cité, mais je lisais récemment un papier qui disait que pour prendre un patient qui a un état de choc septique, pour faire vraiment au mieux, il faudrait prendre en compte à peu près 150 données, nos capacités de prendre en compte exactement l'ensemble de ces données, c'est pas possible. Et donc, instinctivement, on va réduire le nombre de données. Donc, il y a quand même certains éléments qui montrent nos difficultés et les failles qu'on peut avoir. Les conséquences d'une erreur, on sait très bien qu'une erreur en soins critiques peut avoir des conséquences en termes de mortalité suffisamment importantes pour générer une pression en nous. Et donc, ce que je vous ai mis la dernière chose, c'est la charge mentale qui existe, les questions éthiques qui sont là, font que eh bien oui, l'humain, dans ces moments-là, il a peut-être le besoin, l'envie d'avoir une aide dans sa démarche. Le deuxième élément, c'est la technologie. On avait vu initialement pourquoi l'IA a une place. Parce qu'en fait, on est dans un métier qui a une forte dominante technologique. Il suffit de regarder une chambre de réanimation pour s'en rendre compte. On surveille les malades en continu. Donc comme on les surveille en continu, on génère énormément de data. On génère énormément de data et on a bien compris que ce qui nourrit l'intelligence artificielle, c'est les données. On a beaucoup de capteurs, on peut capter énormément de choses en réanimation et tout ça fait que la réanimation est un lieu, un terreau tout à fait fertile. Alors, là, je vous ai résumé, j'ai mis ici quelques segments dans lesquels il y a des travaux qui ont déjà été effectués, il y a des travaux qui sont en cours et des prémices de fonctionnement d'algorithmes en réanimation, sur là où on pourrait avoir, je dirais, le positionnement de la technologie. D'abord, prédire. C'est l'une des capacités de l'IA, c'est de prédire. On pourrait prédire la mortalité, on pourrait prédire les admissions en réanimation, on pourrait prédire les retours en réanimation, on pourrait prédire l'émergence d'un sepsis, on pourrait prédire l'émergence d'une hypotension. Là-dessus, il y a déjà des données qui apparaissent, qui montrent des travaux assez importants. On pourrait aider au diagnostic. Le médecin, face à une situation un peu difficile, pourrait justement avoir une orientation diagnostique. On pourrait suggérer des examens. Ça se fait déjà via les urgences en pédiatrie. Il y a déjà des études qui suggèrent à des médecins de réaliser tel ou tel examen en fonction des données des patients. On pourrait alerter sur les anomalies biologiques de façon plus systématique en fonction de la gravité. On pourrait aider au traitement. Dans le choc septique, décider, je remplis, je mets des catécholamines. Là-dessus, il y a une littérature. Aider à l'antibiothérapie, ça devient de plus en plus complexe. On ne veut pas se tromper. Et donc, avoir une IA qui nous aide dans ce choix-là, c'est intéressant. Optimiser la ventilation mécanique.
c'est quand même pas toujours facile de savoir si on ventile de façon satisfaisante le patient. Il y a des logiciels qui pourraient aider et même régler de façon seule la machine. Régler, poser les indications des dialyses, régler les ER, explorer. Les éco-guidages que l'on fait actuellement, c'est juste la main qui va tenir l'écho et puis je vais chercher ce que j'ai envie de trouver. Mais là, je peux tout à fait avoir une machine qui va me dire tournez plutôt la main comme ça, positionnez comme ça, mettez-vous maintenant sur telle coupe et qui fera tous les calculs et qui donnera le résultat. C'est en train de se faire, c'est assez intéressant, c'est assez bluffant même, et ça pourrait permettre à tout un chacun d'utiliser ce type de système. Analyser les radiographies. On regarde encore les radios tous les jours de nos patients pour savoir si le cathé est en place à son intubation. Une IA vous fait ça sans aucune difficulté. Des scanners et des IRM, ça c'est pas compliqué, ça se fait déjà de façon tout à fait performante. Dans la recherche, je vous remontrerai un petit peu sur le text mining, data mining, à quoi ça peut apporter, mais c'est assez étonnant et c'est une révolution dans la prise en charge de la recherche. Identifier des phénomènes faibles. Apprentissage. En fonction de ce que je vais faire au quotidien, l'IA peut tout à fait me dire ça c'est bien quand vous réglez votre respi comme ça, la majorité des experts l'auraient fait de cette manière, ou si je décide de remplir, oui en effet les experts seraient partis plutôt dans ce segment-là. Donc ça c'est tout à fait faisable. Ça peut bien évidemment participer dans l'aide de la simulation. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses qui sont très théoriques, et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Ce papier de Mathieu Komorowski. Mathieu Komorowski, c'est un Français qui a fait ce papier dans Nature Medicine en 2018, où en gros, il a mis en place un système d'intelligence artificielle qui permet de dire s'il vaut mieux remplir le patient ou mettre des catécholamines. D'accord. Il est parti maintenant au King's College et il travaille toujours sur ces sujets-là. Et donc, un système d'IA qui pourrait vous dire, vous soulager finalement de ces difficultés de dire à 3 heures du matin, qu'est-ce que je fais, je le remplis, je mets des catécholamines, jusqu'où je vais, comment je fais, etc. Eh bien ça peut vous aider. Une autre étude, ça c'est une équipe de Londres, une équipe allemande qui s'est associée avec le MIT avec un système d'intelligence artificielle qui va tout simplement donner des conseils au réanimateur et lui dire là il faut monter la PEP, là il faut modifier le volume courant, et en plus qu'il le fait de façon beaucoup plus fréquente que ne le ferait un réanimateur qui va passer que quelques fois de façon itérative dans une chambre pour régler le respi, mais il ne veut pas le faire de façon trop systématique. Dans le choc septique, dans le sepsis, des systèmes qui peuvent vous détecter le sepsis avant qu'il arrive. Alors je vous ai pris cet exemple-là de façon spécifique, et pourquoi je vous l'ai pris? Parce que en fait Dacena ça existe déjà. C'est une boîte américaine, ils ont monté un système et ils le vendent aux hôpitaux aux États-Unis. Et ce système-là, il fait quoi? Il propose, je vous ai mis 3 des éléments qu'il propose, de dire finalement quand il va y avoir une pneumopathie à ventilation mécanique, de dire quand il peut y avoir un sepsis lorsqu'un patient est hospitalisé avec un timing quand même de 48 heures à l'avance, c'est pas inintéressant, ou de prévenir des infections de cathé. Je vous ai mis celui-là, c'est juste pour vous montrer que ce dont je vous parle là, ce n'est pas des choses qui vont arriver de façon systématique dans 10-20 ans. C'est déjà en train de s'intégrer. Ça s'intègre déjà dans certains pays. Ça s'intègre aux États-Unis. C'est suffisamment performant pour trouver une place. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas arriver à un moment donné dans notre environnement. Alors ça, c'est un autre exemple. Le text mining, c'est pour moi quelque chose d'assez révolutionnaire, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors ça c'est plus par exemple du domaine de la recherche, mais c'est pour vous montrer un peu la puissance que ça peut avoir. Quand on veut faire des études, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre tous les dossiers, puis on va regarder les systèmes de codage, et puis on va essayer de sélectionner les dossiers. D'accord? C'est ce qu'on appelle de la data structurée. C'est de la donnée qui a été enregistrée pour ça. Et puis c'est vrai que quand tous les malades viennent à l'hôpital, on code, et donc on peut avoir de la data structurée. Dans cette étude-là, qu'ils ont fait spécifiquement sur le Covid, c'est l'équipe de Necker à Imagine. En fait, ils ont pris... Maintenant, il y a ce qu'on appelle des entrepôts de données de santé. À la PHP, il y a un entrepôt de données de santé. Il y a toutes les données qui sont mises là-dedans. C'est énorme, c'est un truc de fou. Toutes les données des malades sont mises là-dedans avec les comptes rendus, etc. Et on peut maintenant les exploiter avec des systèmes d'IA sous couvert d'autorisation ou si on travaille à la PHP. Et donc, ils ont voulu faire une étude sur le Covid. Et en fait, ils ont regardé. Et en fait, quand vous travaillez que sur les données structurées, c'est ce que vous avez ici. Ouais, voilà, on veut faire une étude, données structurées, on a ça. Et quand vous avez des systèmes qui vont la regarder partout, avec leurs petits yeux, tout ce qui se passe dans le compte-rendu, dans les transmissions de l'infirmière, dans le compte-rendu de l'interne, dans tout ce que vous voulez, vous arrivez à exploiter des données et vous avez tout ça comme données en plus.
Ça, c'est du text mining, c'est-à-dire que là où avant, si je veux faire une étude dans mon service sur les arrêts cardiaques, où avant, il fallait que j'aille voir mon assistante, je dis est-ce que tu peux me retrouver tous les malades qui ont fait des arrêts cardiaques, elle va reprendre tous les fichiers, elle va ressortir les dossiers, et puis l'interne, il va regarder pour répondre à la question qu'on va se poser. Et bien là, on arrive à tout regrouper. Et il suffit de dire arrêt cardiaque, intra-hospitalier, et je vais pouvoir analyser toutes les données sans avoir à ressortir les dossiers, etc. Donc c'est une vraie révolution. Alors ça se fait dans la recherche, mais ça se fait aussi dans l'aide à la décision. Et vous imaginez bien que dans d'autres domaines, ou même en réanimation, en fonction des données que vous avez, de tout ce que vous avez, il peut vous guider sur une hypothèse étiologique par rapport à des malades qui ont déjà eu les mêmes symptômes et qui vont apparaître sur ce text mining. Alors là, on va dire, ça c'est l'un des éléments fondamentaux, à mon avis, de notre transformation, et ça nous concerne tous, justement soignants, c'est ce qu'on appelle l'ambient intelligence. Alors c'est en train d'émerger, c'est assez fantastique, et l'ambient intelligence, c'est l'intelligence environnementale. Les chambres de réanimation, on les équipe déjà de capteurs. On a l'habitude, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est là. Ça, c'est les capteurs qu'on utilise habituellement. Et on va pouvoir intégrer des nouveaux capteurs qui sont des caméras, qui sont des capteurs de lumière, qui sont des capteurs de son, qui sont des accéléromètres. Et ça va pouvoir nous permettre de surveiller de façon plus importante les patients. Alors là, ça commence à devenir un peu gênant, vous allez comprendre pourquoi. Et pour vous l'illustrer, ça, c'est 4 études. 4 études que je vous montre dans ce qui pourrait se faire à court terme ou à moyen terme. Ambient Intelligence, cette étude-là, qui est sortie cette année, avec une simple caméra posée sur une colonne, je peux surveiller un malade et déterminer sa fréquence respiratoire, mais aussi sa fréquence cardiaque, avec un delta de 2 battements par minute, avec une simple caméra. En termes de technologie, ça devient complètement délirant. Et donc, il faut imaginer que, avait été évoqué dans la surveillance des soins critiques, certains hôpitaux pourraient s'être intéressés pour le mettre dans des chambres d'hospitalisation traditionnelles pour surveiller les malades, parce qu'en réanimation, on les scope, donc c'est pas si gênant que ça, mais on pourrait surveiller beaucoup plus de malades avec ce type de technologie-là, avec une simple caméra. On peut rajouter en plus d'autres éléments de surveillance. Autre élément intéressant, celui-là, eh bien, avec une simple caméra posée juste là, devant le système de lavage des mains, je peux déterminer si les gens se lavent bien les mains ou pas. Ça devient gênant, je suis d'accord avec vous. Je peux déterminer si toutes les procédures sont bien appliquées, si le lavage a été de façon... Alors, on peut opacifier les gens ici pour pas qu'on puisse reconnaître les individus, mais on peut dire tiens, là il y a une erreur de procédure. Alors bien évidemment, au début, on va se dire l'objectif c'est d'avoir une bonne efficience et on va s'assurer que les gens ne se lavent pas bien les mains, et s'il n'y a pas des bons lavages des mains et qu'on n'a pas atteint les 80% de bons lavages des mains, à ce moment-là, on va mettre l'équipe d'hygiène, ils vont rééduquer tout le monde, on va refaire une session de formation. La démarche est bonne. Et il faut bien imaginer, c'est que tous ceux qui travaillent sur ces systèmes d'IA, ils ont un bon fond, ils veulent à juste titre faire mieux, et bien évidemment on a toujours envie de s'assurer que le lavage des mains est bien fait dans son service. Cet autre élément-là, un papier qui a été fait en réanimation sur les mobilisations de malades. Est-ce que le malade il est resté suffisamment au fauteuil? Combien de temps il est resté au fauteuil? Est-ce qu'il a eu de la kinésithérapie? Est-ce qu'il a été mis sur le ventre? Combien de temps il est mis sur le ventre? On imagine bien que quand on fait ça, c'est pertinent, mais tout d'un coup on va rentrer dans un chiffrage de ce que l'on fait. Et on va dire, écoutez, en termes d'équipe, là, ça ne va pas, le malade, il n'est pas resté suffisamment au fauteuil, il faut se fixer plus longtemps, etc. Donc ça pose des questions nouvelles avec un objectif qui était initialement bon. Ce système-là, il existe. Il est en cours de discussion. Ça s'appelle SAMDOC. C'est noté ici, vous pouvez simplement aller voir ce qu'ils font, avec un système d'une caméra posée au-dessus du visage du malade, ils ont élaboré une échelle de douleur et il va vous dire si le malade il grimace, il a mal, etc. Dans cette échelle, il va vous dire il est à 80 donc il a très mal, ou finalement il est à 20 donc il a pas mal, et alerter à ce moment-là la nurse pour lui dire le malade a des signes de douleur et donc il faut agir, etc. Ce qui est très intéressant, c'est toujours là où il faut aller chercher un peu. La technologie en soi est intéressante, c'est faisable de faire ce type de système. Mais moi, ce que j'ai noté dans leur système, c'est ça, cette petite phrase, vous voyez, qui m'interpelle. Une amélioration de la gestion et l'organisation du travail des équipes médicales, tout en diminuant la charge mentale du soignant. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que c'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse. En philosophie, on est là pour poser des questions, on vous laisse donner les réponses. Est-ce que vraiment il faut aller sur une diminution de la charge mentale du soignant pour l'évaluation de la douleur? Quel va être mon positionnement par rapport au malade si finalement cette évaluation-là n'est plus faite par moi, mais par une entité virtuelle? Est-ce que ça doit être un objectif que l'on doit avoir? Quelles conséquences ça peut avoir? Je vous pose juste les questions.
Alors tout ça, bien évidemment, vous me dites, en termes de temporalité, ça donne quoi? Enfin, ça, c'est un papier qui est sorti juste là en mars 2022 ou en mars 2022, je crois. Enfin, c'est le nombre de papiers qui sortent sur des systèmes de machine learning, d'aide à la décision. Enfin, et on voit bien à quel point c'est majeur. Hein, ça ne cesse d'augmenter. Il y en a de plus en plus qui émergent. Alors pour tempérer un peu les choses, ça c'est un autre papier. En fait, ça, c'est les algorithmes qui ont été créés en réanimation. Et on voit qu'il y a une croissance de ces algorithmes-là. Il y en a de plus en plus qui sont en cours de recherche. Et ça, c'est les stades que l'algorithme doit passer pour arriver finalement au lit du malade. D'accord. La dernière chose, c'est les évaluations cliniques, hein, d'accord, avec le outcome. Et donc, on voit très bien qu'il n'y en a encore vraiment pas beaucoup. Et attention, quand on regarde ce schéma-là, on se dit, là, à notre époque, il y en a peut-être quelques-uns là qui apparaissent. Mais dans tout cela, si je trace la même courbe, ça veut dire que dans 10 ans, je vais avoir un certain nombre de systèmes qui vont être implémentés dans les réanimations. Et c'est pour ça qu'il faut se poser des questions dès maintenant sur la façon dont on va l'utiliser. Et ça, c'est juste, je trouve ça assez intéressant. C'est ce qui se passe pour les médicaments. Et quand vous cherchez un médicament et que petit à petit, il faut le mettre sur le marché, il faut faire des essais, et puis vraiment, il y a utilisé, vous voyez, on a un peu la même courbe pour les algorithmes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont créés, il y a beaucoup d'idées qui sont faites, mais finalement, au lit du patient, il n'y en a pas tant que ça. Il n'empêche. Si je regarde cet élément-là, je comprends bien que quand j'ai cette effervescence-là actuellement, et je trace ma courbe, dans un certain nombre d'années, je vais avoir des systèmes qui seront à disposition dans les services. Alors, bien évidemment, il faut se poser la question, c'est ce qu'on appelle l'éthique de l'algorithme. Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner dans notre domaine? Il y a deux segments fondamentaux. Il y a le segment du patient. On peut se poser la question du respect de ses données de santé. Ces données de santé vont circuler énormément. On peut se poser la question du consentement éclairé. On nous dit toujours, attention, pour les données RGPD, il faut qu'il y ait un consentement éclairé. Vous les avez vu, les malades de réanimation. Le consentement éclairé, il va être compliqué à obtenir. La transparence, qu'est-ce qu'on fait de ces données? La transparence, lui, de savoir que finalement, son dossier a été traité par un système d'IA. Et est-ce qu'il accepterait? Il accepte vraiment finalement ça, son droit à l'image. Quand on met des caméras, eh bien, je filme tout le monde. Je filme le malade, je filme les soignants, je filme les visites. Et donc, la question de savoir comment on va gérer ces nouvelles entités. L'utilisation de ces données à des fins commerciales. Quand vous reprenez beaucoup de données et qu'ensuite elles sont utilisées par une start-up qui vont les mouliner pour en faire un algorithme qui va être ensuite vendu, est-ce que je suis d'accord finalement quand je suis patient que mes données aient été utilisées à des fins commerciales pour mettre en place un algorithme? Et enfin, la partialité, les biais. On sait que l'on a des biais et ces biais-là, ils vont se ressentir dans les systèmes d'intelligence artificielle et donc les patients pourraient subir des biais, malheureusement, dans cette programmation. Et puis le deuxième élément qui n'est pas anodin, c'est celui des soignants. Bien évidemment, nous tous, face à ça, qu'est-ce qu'elle va devenir la singularité de cette relation que l'on a avec le malade, ce contact spécifique? On nous a toujours parlé de cette singularité de la relation. Comment elle va exister avec cette entité virtuelle qui sera là, une tierce personne qui sera d'intervention dans les décisions et dans les soins? Cette question de la décision, ça je vous le développerai juste après. La question de la responsabilité morale, est-ce que je me sentirai toujours aussi responsable quand finalement la décision aura été prise par une autre entité? Je ne suis pas sûr que j'ai le même sentiment de responsabilité morale. La question de la responsabilité pénale, par contre, si je ne fais pas ce que l'IA me dit de faire, quelle va être ma responsabilité pénale à ce moment-là? Même si on dit toujours que c'est une aide à la décision. L'implication dans le soin, est-ce que je me sentirai toujours autant impliqué dans le soin du malade ou est-ce que je ne vais pas rentrer dans une technicité qui malheureusement me fera oublier ce que c'est que le soin? Un élément que moi j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle la paresse cognitive. Forcément, quand j'ai un système qui me dit comment régler le respi, quand j'ai un système qui me dit comment remplir le malade, je vais peut-être plus m'intéresser à ces sujets-là. Je m'intéresserai peut-être à d'autres sujets, mais donc je vais avoir une paresse cognitive, c'est-à-dire que je ne vais plus développer ma réflexion sur le sujet, puis je me laisserai aller justement sur ce segment-là, je laisserai la technologie prendre la main. Et puis la dernière chose qui est pour moi mon sujet de travail, c'est le sens du métier. Quel va être le sens de notre métier quand finalement tout nous sera édicté, ou en grande partie par des technologies? Et juste pour vous donner un exemple, l'aide à la décision, ça c'est un sujet qui est toujours repris et pour les fréquenter énormément, les programmateurs, on dit toujours oui, mais vous inquiétez pas, c'est une aide. C'est-à-dire que le médecin, il faudra toujours que ce soit lui qui décide. Mais quand même, ça interroge. Ça interroge pourquoi? Parce que quand j'ai un résultat qui va directement arriver d'un algorithme qui a été optimisé, où on me dit, lui, il a toujours raison,
grande majoritairement, il a raison. Quand j'ai une asymétrie de temporalité, je me pose une question, est-ce qu'il faut que je le remplisse, est-ce qu'il faut que je mette des catécholamines, l'IA, en quelques secondes, elle me donne le résultat. Moi, il me faut plus quelques secondes. Il faut que je le regarde, il faut que j'examine, il faut que je tourne autour, que je regarde dans le dossier, peut-être que je lève les jambes, que je regarde les courbes, que je me repose des questions, peut-être même que j'aille chercher des choses dans la littérature. Cette asymétrie de temporalité ferait que, en fait, je suis totalement débordé par une machine qui va largement plus vite que moi, et qui me donne des résultats dans l'immédiat. Une impossibilité de comprendre le cheminement. Il faut bien comprendre, c'est que ce que je vous ai montré initialement, ces réseaux de neurones, eh bien, même les programmateurs, même les data scientists vous le disent, on ne peut pas forcément retracer complètement le chemin qui amène au résultat. C'est ce qu'on appelle des black box. Ces black box vous disent, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le résultat là, c'est le bon. C'est quand même inquiétant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être face à cette technologie et on va me dire, voilà le résultat, voilà ce que tu dois faire. Et si je me demande pourquoi le faire, eh bien, pour le moment, le risque, c'est qu'on soit confronté à cette black box et qu'on ne comprenne pas. Et puis donc la seule liberté que j'aurai, qu'on m'aura laissée quand même, finalement, c'est de dire « Ok, je suis ce que me dit la technologie ou je ne le suis pas ». C'est cette seule liberté de l'aide à la décision. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de vous citer Descartes dans les méditations métaphysiques. Et donc, je me permets de vous lire cette phrase. De façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis pas emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison, je ne sais pas d'à quel côté je vais aller parce que j'ai aucune raison, je ne sais pas pourquoi, et le plus bas degré de la liberté. C'est le plus bas degré de la liberté et fait plutôt apparaître un défaut de connaissance qu'une perfection dans la volonté. C'est-à-dire que ce que Descartes nous dit, c'est si la seule chose que j'ai encore à ma disposition, c'est de choisir A ou B, mais que je ne sais plus finalement pourquoi je dois choisir A ou B, mais on me dit, bah, tu choisis, tu suis ce que dit l'IA ou tu ne le suis pas. Ce degré de liberté-là, bah, c'est le plus bas degré de liberté et c'est juste un défaut de connaissance. Et enfin, pour aller un peu plus loin dans la philosophie, il y a un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui est un philosophe de l'après-guerre, qui a vécu la Deuxième Guerre, premier mari de Hannah Arendt, qui a écrit un livre très intéressant sur la technologie, L'obsolescence de l'homme, en 2 tomes. Et ce livre-là, il va décrire, lui, ce qu'on appelle la honte prométhéenne. Vous savez, Prométhée, il a été chercher le feu pour les humains, parce que Épiméthée avait oublié de distribuer les différentes valeurs, il a volé le feu à Zeus, et en fait, Prométhée, le feu, bah, c'est la connaissance, c'est notre envie à un moment donné de savoir plus, et on va arriver à un stade, la honte prométhéenne, c'est le fait qu'on a créé des machines qui nous dépassent complètement, et pour lequel on aura cette honte-là face à cette machine, parce qu'on sera à un moment donné dominé par des résultats qu'on ne peut pas comprendre. Alors, quel est le futur de tout ça ? Quel est le futur de tout ça ? En 2 mots, soit on peut avoir une vision positive, ça c'est un papier qui est sorti, je crois, la semaine dernière, c'est un viewpoint dans le JAMA et qui dit il faut prendre les choses en main, il faut éduquer les soignants, il faut éduquer tout le monde à ce que c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle, parce que de toute manière elle sera là et on ne pourra pas faire autrement, et donc il faut qu'on ait une pédagogie là-dessus. Et le côté un peu plus inquiétant, vous savez, je vous ai parlé de l'éthique de l'algorithme. La question de l'éthique dans l'algorithme. Et maintenant, moi, je vous parle de ce qui est en train de se faire. On est en train de faire de l'algorithme de l'éthique. On fait des algorithmes pour répondre aux questions éthiques. Alors, ça paraît un peu fou, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a un certain nombre de papiers que je vous ai mis là, qui sont en train, justement, il y a des travaux sur mettre en algorithme les questions éthiques. Et c'est des sujets qui apparaissent dans d'autres domaines. Des sujets qui apparaissent dans le domaine de la morale par rapport aux robots, de la voiture autonome, la conduite autonome. C'est des sujets qui sont vraiment présents. Et je peux vous dire que les constructeurs commencent à travailler sur les questions éthiques, de savoir s'il faut aller dans les principes du tramway, écraser 1 personne ou 2 personnes en fonction de leur statut social, etc. Et donc ça, c'est des questions qui sont en train d'émerger. Et il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on soit soit pas confronté à ça. Et donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, notre environnement, la réanimation, c'est propice à l'intégration de l'intelligence artificielle. Il y a tout pour justement lui faire un nid douillet pour qu'on puisse l'intégrer dans notre système. L'intégration de cette technologie, c'est juste une question de temps. Il n'y a pas de raison de penser que ce soit autre chose. Depuis le temps que je travaille dessus, c'est une question de temps. Elle est en train d'arriver et je ne le vois pas de façon technophobe du tout, mais je dis juste que quand je la vois émerger, elle sera là. Ce que je voudrais juste dire, c'est que pour beaucoup, on dit c'est une évolution, ou c'est une mutation, ou c'est une métamorphose. Non. Clairement, c'est une révolution. C'est une révolution qui va modifier considérablement notre façon de travailler. Et donc l'objectif que moi je dois avoir, c'est qu'on se pose la question de savoir comment on peut construire son intégration au sein de notre spécialité.
Et cette dernière diapo, je remercie, ça c'est Pascal Bachelet qui avait fait qui était lors de la période Covid et était venu faire des photos dans le service. Et c'est juste pour dire, parce que cette photo, je la trouve extrêmement belle, et elle montre bien ce que c'est que notre métier. Notre métier, c'est finalement la réanimation, c'est les humains au service d'autres humains. Notre rapport à l'IA, il est en train de se construire maintenant. On a tout à construire, et c'est pour ça qu'il est temps de s'intéresser au sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Cyril. C'était très, très intéressant, voire passionnant. Alors moi, je suis un peu inquiet, alors pas tant pour l'obsolescence de l'homme, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression, effectivement, c'est déjà un peu commencé, mais sur le fait que l'intervention précédente, c'était Jean Régnier qui nous signalait qu'il fallait beaucoup plus de monde. Donc j'ai peur, effectivement, que nos collègues de l'ARS, notre direction générale à Trévenans, aient compris qu'effectivement, il faut peut-être attendre un petit peu. Et puis peut-être que l'intelligence artificielle, ça va permettre peut-être de ne pas aller vers les effectifs qui étaient attendus, notamment par Jean Régnier. Je suis un peu inquiet là-dessus. Alors, moi j'ai une vision, je pense, l'humain est bon dans sa façon de faire. Ces technologies-là, quand les gens le mettent en place, j'ai discuté avec énormément de chercheurs sur le sujet, ils le font dans une dynamique qui est bonne. Après, la difficulté, c'est justement pour nous de travailler dessus pour ne pas se faire piquer la place, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des failles, on l'a bien compris, mais il faut réussir à se positionner comme étant toujours présent. Bien évidemment, ça arrive dans les endroits où il y a de la crise, ça arrive dans les endroits où il y a du manque. Quand vous avez un directeur d'hôpital, à juste titre, qui n'arrive pas à avoir suffisamment de radiologues, eh bien, il va mettre en place un système comme ça. Et c'est ça, progressivement, cette prise de place, elle est là, elle est importante. Et c'est pour ça qu'il faut d'emblée, pas s'en inquiéter, mais regarder, renforcer notre façon de travailler et montrer que ça ne peut pas se faire sans l'humain. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vous ai mis quelques éléments d'approche philo sur le sujet. Vous pouvez retrouver. Vous avez quelques bilans de philo générale, quelques livres de généralité sur l'IA. Je vous ai même mis une BD pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Vous lisez ça, puis vous saurez, il y aura plein de choses. Et ça, c'est les 2 livres de Sibony sur ça. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Juste une question. Nous, dans notre métier, il y a un facteur très embêtant qui s'appelle le malade. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Comment ils arrivent à harmoniser le traitement? Mais à part de Covid, on sait que ça ressemble un peu, mais les autres, ça ne ressemble pas. Alors, soyons prudents. Soyons prudents parce que justement, l'IA, lorsqu'on intègre les bases de données, elle arrive à avoir l'expérience de 500 000, 800 000, 1 million de patients. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Et c'est bien l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est des créations de systèmes vectoriels, des systèmes ils vont créer des sous-groupes. Dans le papier de Mathieu Komorowski sur le choc septique, et Eleanor André, ils ont créé 747 sous-groupes de patients. Ce que nous, on ne pourrait pas faire en fonction de différents éléments. Donc là-dessus, on risque de se retrouver à un moment donné pris au dépourvu. Pourquoi ? Parce que ce qui va intéresser les gens, c'est le résultat. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on risque d'être débordé par rapport à ça parce qu'on l'a toujours vécu, notre gold standard, c'est la mortalité à 90 jours, c'est ces éléments-là. Et donc, ils sont en train d'arriver sur ces sujets-là. Donc, tout notre travail, justement, il est de savoir comment on doit se positionner, de ne pas se laisser emporter par la question de l'aide à la décision. Ils ne vont pas nous remplacer. Ils ne vont pas remplacer les soignants. C'est pas l'idée que la machine puisse remplacer le soignant, c'est pas vrai. Mais par contre, tout notre objectif, c'est de garder suffisamment de connaissances, de garder suffisamment d'applications, de garder la structure de nos services pour rester vigilants et rester présents auprès des malades. Merci Cyril pour ce super topo que j'attendais avec impatience. Alors pour moi, tu as parlé beaucoup d'aide à la décision, mais moi j'imaginais l'IA comme une machine autonome. Par exemple, on peut parler d'IA dans la gestion de la glycémie, par exemple, dans la gestion de l'alimentation avec un module de calorimétrie. J'imaginais que la machine en fait, prennent elles-mêmes la décision. On peut imaginer aussi une caméra, tu as parlé d'une caméra qui filme un patient, qui était capable d'évaluer la douleur du patient. Et moi, j'imaginais que les boucles d'IA
elles allaient augmenter ou diminuer les doses de morphinique, par exemple. Est-ce que ça existe? Alors en fait, ça existe déjà en anesthésie. En anesthésie, ils ont des boucles fermées où ils ont des systèmes qui gèrent. Et ce qu'on a montré, c'est que quand on regarde les systèmes de boucles fermées versus les boucles ouvertes, où les gens sont encore conscients, les anesthésistes, de ce qu'ils font avec leur pose-seringue, eh ben, il y a une perte de la conscience de la situation dans les systèmes de boucles fermées. Après, il y a un deuxième élément, et ils ne sont pas fous. C'est-à-dire que si je laisse tout réglé par la machine, eh bien, il n'y a plus d'intervention humaine et donc il n'y a plus de responsabilité humaine. Et donc, il n'y a qu'une responsabilité technologique. Regardez votre GPS, la première chose qu'il vous dit quand vous l'allumez, c'est qu'il vous dit attention, vous êtes bien conscient que vous êtes regardez les voitures autonomes. Pour le moment, on n'ose pas leur demander de lâcher les mains parce que justement, le constructeur n'a pas envie de prendre ce risque-là qui devient à ce moment-là monstrueux. Un seul problème, et c'est pour sa pomme, et ça devient très très cher. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt aller sur un accompagnement. Il y aura des systèmes de boucles comme ça, mais je pense que c'est un côté un peu difficile parce que on a peur de l'accident. Une voiture autonome qui a un accident dans le monde, tout le monde le sait. Des accidents de voiture, il y en a tous les jours, il y en a un paquet, et ça ne nous pose plus de problème. Et donc, ça va avancer prudemment plutôt comme ça. Donc, il y aura toujours une mainmise sur l'humain pour lui laisser la responsabilité pénale. Ah ben moi, je suis... Comment diminuer les soignants qu'on arrive déjà à ne pas recruter aujourd'hui? Moi, encore une fois, j'ai une vision, j'ai une vision positive de l'administratif, j'ai une vision positive des RH, j'ai une vision positive du métier de directeur, et je trouve que c'est un métier qui est très difficile. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un ici, je ne sais pas où il est. Mais je veux dire par là, après, la demande, c'est ils ont des objectifs différents. Voilà. Et donc, quand il manque à un moment donné, quand on peut soulager sur des choses, ça arrive toujours pas à pas, c'est-à-dire qu'on va chercher à soulager certains éléments. En radiologie, prenez un exemple très simple, les systèmes d'analyse des radios aux urgences. Système d'analyse des radios aux urgences, ça se fait déjà, il y a 1000 vues, Gleaner, ce sont deux boîtes françaises. Elles peuvent screener toutes les radios des urgences et à ce moment-là, l'urgentiste a un compte-rendu. Les radiologues ne voient plus ces radios-là. Et c'est bien, parce qu'en fait, les radiologues, ils n'en peuvent plus de se taper les radios des urgences le lendemain et de tout vérifier, etc. Ils ne sont pas là sur place la nuit pour voir ça. Donc là, il y a une porte d'entrée qui est intéressante. Les scanners, c'est pareil. Les scanners, ils sont là en train de regarder si la tumeur a la poussée ou pas. La volumétrie, le scan vous dit, l'IA vous dit exactement si la tumeur, s'il y a plus de métastases, s'il y en a moins, etc. Donc il y a des vraies valeurs ajoutées. Toute la question, c'est que ça va transformer notre métier. Et en réanimation, l'ambient intelligence, justement, amène des questions. Est-ce qu'on voudra être filmé? Est-ce qu'on est d'accord pour se laisser filmer quand on tournera les malades, quand on se lavera les mains? Ça m'interroge un peu. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on aille déjeuner? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question, enfin 2 questions. La première, alors déjà j'ai beaucoup aimé votre présentation. Je ne suis pas dans le domaine médical, je suis plutôt ingénieur sur les procédés. Vous présentez énormément l'aspect faille chez l'homme. Vous avez présenté un petit peu l'aspect faille dans l'algorithme. Et la question que je me pose, c'est du coup, est-ce que vous prenez réellement en compte toutes les failles aussi au niveau de l'environnement? C'est-à-dire que le fait d'utiliser un algorithme, des algorithmes lisses, vous parliez tout à l'heure de 800 000 patients. Du coup, on lisse en fait tout l'environnement local. On ne prend plus en compte l'expérience du médecin, on ne prend plus en compte l'expérience des réanimateurs. Et c'est ce qui se passe un peu, par exemple, au niveau des... Comment on appelle ça C'est ce qui se passe, par exemple, au niveau des césariennes au Brésil. Ils n'ont plus de médecins qui savent exécuter les césariennes, presque plus, 80% des médecins font des césariennes. La connaissance se perd. Alors, est-ce qu'en introduisant du coup des algorithmes, on ne va pas avoir trop confiance en eux jusqu'à perdre l'expérience des personnels? Mais c'est une question qui est majeure. C'est bien pour ça que je la dénomine sous cette terminologie que je trouve assez amusante de paresse cognitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va plus s'intéresser à certaines choses, on va les laisser à d'autres personnes. Et c'est pour ça que je ressouligne encore, moi je suis très perturbé par les systèmes comme ça d'évaluation de la douleur. Et je vous l'avais dit au début, soulager la charge mentale. Est-ce qu'on doit arriver sur une charge mentale 0 ?
Charge mentale 0, ça veut dire quand même que je m'en fous. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la charge mentale, c'est aussi notre responsabilité d'en décider, dans la décision. Décider, c'est Kaider, c'est couper, c'est trancher, et c'est prendre à ce moment-là une option. On a décidé d'aller sur un segment ou sur l'autre. Et à ce moment-là, on assume. C'est aussi assumer cette responsabilité d'avoir pris cette décision-là. Eh bien, c'est ce sentiment de responsabilité qu'on risque de ne plus avoir. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on ne prendra plus de décisions, et l'IA, elle prendra des choix. Tout simplement. Alors après, la société vous dirait, je dis souvent, est-ce qu'on préfère une vérité ou une réponse juste froide ou une erreur chaleureuse? Parce que nous, on fait des erreurs. Tout ça, il va falloir le marier pour qu'on puisse quand même continuer à garder de la place. Merci beaucoup, Cyril. Bon, on va applaudir.